Entrée 1. Je ne sais pas si tout cela parviendra à quelqu'un. Si c'est le cas, c'est probablement parce qu'ils l'ont voulu, et dans ce cas, je suis vraiment désolé. Peut-être qu'ils s'en moquent, peut-être que ça n'a pas d'importance parce que nous ne pouvons rien y faire. Si vous êtes comme moi, vous avez vu de nouvelles choses étranges en ville, et surtout, vous les avez remarquées et vous vous en souvenez, alors que tout le monde continue sa journée dans une ignorance béate. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais jusqu'à présent, personne n'a montré la moindre capacité à enregistrer ce que je dis. Je peux spammer ça sur tout l'internet et je n'obtiens pas une seule réponse pertinente. Rien. J'ai envisagé que je sois peut-être juste fou, mais même les fous peuvent obtenir une sorte de réaction. Quelqu'un essaiera au moins de les amuser, de les calmer. J'ai essayé des médecins, des policiers, des professeurs, ils regardent tous dans le vide quand je commence à décrire cette merde, comme si quelque chose bloquait activement l'échange d'informations. Ma plus grande peur n'est même pas d'être tout seul. Ma plus grande peur est que je ne perçoive encore que des bribes de quelque chose de plus grand, ou pire, que ma capacité à percevoir tout cela soit en train de diminuer. Je peux l'écrire, je peux enregistrer chaque dernier détail, mais ça n'aura aucune importance si je deviens comme tout le monde. Je pourrais me réveiller demain et regarder mes entrées de journal et n'y voir qu'un tas de mystérieuses recettes de gâteaux. Qui diable sait? La première chose que j'ai vue, c'est l'une des fenêtres de retrait. C'était comme n'importe quelle autre que vous pourriez voir dans un fast-food, mais elle était juste sur le côté de ma putain de maison. Rien d'anormal à l'intérieur, mais à l'extérieur, la moitié du pâté de maison faisait la queue sur ma pelouse, lisant un menu lumineux plein de gribouillis et recevant leur repas, si on peut appeler ça comme ça, presque instantanément. Ils agissaient tous comme si c'était leur arrêt déjeuner habituel et banal. Même pendant que la postière aspirait une sorte de mixture rance d'une pochette en plastique, du sang coagulé dégoulinant sur son menton, elle m'a dit que c'était la meilleure qu'elle ait jamais eue. Toutes mes questions ont été accueillies par ses regards vides et ses sourires stupides. Je ne pouvais pas dire qui ou quoi distribuait réellement la nourriture, ni d'où elle venait. Je ne pouvais voir que de l'obscurité, du moins c'est comme ça que je m'en souviens. Peut-être que j'ai vu autre chose, mais c'est parti maintenant. Mon Dieu! Et ce n'était que le début. Tous les restaurants de la ville, les vrais en tout cas, sont généralement déserts. Les employés se présentent encore dans certains d'entre eux, mais ils ne se rendent même pas compte qu'aucun client ne s'arrête. Certains d'entre eux accueillent même de nouvelles fenêtres, siphonnant de manière parasitaire toutes leurs affaires. Les choses semblent se multiplier constamment, j'en ai vu à l'intérieur, à l'extérieur, sur des maisons, sur des camions, même une sur un arbre. Une fenêtre vers nulle part sur le tronc d'un putain d'arbre distribuant de la bouffe frite à une bande ignorante de randonneurs. Autant que je puisse en juger, tous les produits sont de la viande, ou une vague ressemblance avec celle-ci. Je ne peux pas toujours dire de quel type d'animal ou même de quelle partie du corps il s'agissait. J'ai vu des choses qui auraient pu être draguées d'une tranchée sous-marine noire et sans Dieu, des tranches de chair gélatineuses aux couleurs aveuglément anormales, des insectes frits juste un peu plus grands que tous ceux que je pensais exister. Il n'y a pas que les fenêtres non plus, j'ai commencé à voir cette merde directement sur les étagères des supermarchés. Des emballages d'apparence étrangère avec ce même langage gribouillis dessus, des accès occasionnels de quasi-anglais comme « Number a million taste » ou « ITC and Dream a graf lavor ». Tout a le même logo stupide dessus aussi. Parfois brûlé directement dans les morceaux de viande. Un hamburger de dessin animé aux yeux exorbités avec une petite toque de chef. Parfois, il fait un clin d'œil. Parfois non. Parfois, seulement après que j'ai détourné le regard. Il y a même des gens qui se gavent de cette merde à la télévision en direct. Les présentateurs reviennent de la publicité en léchant du sang et de la graisse sur leurs mains. La présentatrice météo apparaît comme une figurante d'un film de slasher, des taches rouges de plus en plus épaisses sur un chemisier. Je ne pense pas qu'elle ait changé depuis des semaines. Personne d'autre ne s'en soucie. Personne ne pense que quelque chose est bizarre, nouveau ou différent. Personne d'autre que moi. Mon appétit pour la viande est complètement mort, pour le moins qu'on puisse dire. Je ne pense pas que je pourrai jamais lui faire confiance à nouveau, mais j'ai remarqué que les produits non carnés devenaient de plus en plus rares. Les fruits et légumes restent plus longtemps entre les réapprovisionnements. Beaucoup de choses sont simplement éliminées pour faire de la place à tous les nouveaux articles. Je ne devrais pas avoir à dire cela si vous pouviez déjà lire et comprendre jusqu'ici, mais pour l'amour de Dieu, ne le mangez pas. Ne le goûtez pas. Ne le touchez pas. Essayez de ne même pas le sentir. Plus les gens en mangent, moins ils agissent comme eux-mêmes. Plus ils parlent bizarrement.
Si vous savez que quelque chose se passe mais que vous ne pouvez pas voir ce que je vois, je vous conseille de vous en tenir aux céréales. Je n'ai encore rien trouvé de suspect dans les céréales. Je ne peux pas commencer à postuler ce qui se cache derrière tout cela. Des extraterrestres? Des terroristes? Des reptiloïdes, des Illuminati? Je pourrais croire n'importe quoi à ce stade. Entrez deux. Les publicités sont partout. Des dépliants, des enseignes au néon, des panneaux d'affichage, tout s'écrit dans une langue étrangère bizarre pour laquelle je ne trouve aucune correspondance, placardé avec des illustrations amusantes de hot-dog et de steak aux yeux exorbités et d'autres choses moins identifiables. Les gens s'arrêtent et les regardent compulsivement, les pupilles dilatées pendant que leur esprit embrumé enregistre Dieu seul sait quoi. Beaucoup de gens disent la même chose, exactement le même ton et le même rythme, à chaque fois. Ça a l'air assez bon pour être mangé. Je l'entends 100 fois par jour, quand je me risque à sortir quand même. Ensuite, il se dirige directement vers l'une des fenêtres impossibles, les supermarchés infectés, les distributeurs automatiques qui se multiplient rapidement ou l'une des portes vertes. Ces affreuses putains de portes vertes. Je ne sais pas si elles sont réellement nouvelles ou si je suis juste nouvellement capable de les voir. La première que j'ai remarquée avait poussé, faute d'un meilleur mot, sur le mur arrière de notre shoprite locale. Une affaire moche, vert écume de mer délavée, une fenêtre barbouillée en forme de leur logo de hamburger, une poignée chromée tachetée de rouille. Comme toutes les autres que j'ai vues depuis. Les gens entraient et sortaient à un rythme régulier, mais même quand je les surveillais pendant 6 bonnes heures, je n'ai jamais revu le même client en ressortir. Je suppose que cela aurait dû être un grand signal d'alarme, mais je ne pouvais pas le supporter. Il fallait que je sache. Cela ne menait pas dans le magasin, bien sûr. Je savais que ce ne serait pas le cas. Dès que je suis entré, j'ai été agressé par le bruit de la nourriture. Un festin. Des bruits de mastication humide et essoufflée noyant tout le reste, tirant sur mon réflexe nauséeux. Il y avait des comptoirs, des tables et des banquettes dispersées de manière désorganisée autour de rangées et de rangées de buffets. Beaucoup de sièges étaient occupés, mais la plupart des clients mangeaient debout, avalant de la merde directement des comptoirs au fur et à mesure. Je savais qu'aucun d'entre eux ne pouvait comprendre ce qu'ils faisaient réellement, où ils se trouvaient réellement. Le décor était presque, mais pas tout à fait, dans le style d'un dîner rétro des années 50, peut-être avec une touche de Dr Seuss. Beaucoup de meubles avaient l'air épais, doux et en plastique, comme s'ils étaient conçus pour des enfants, bien que je ne puisse imaginer aucun enfant avec un goût aussi déprimant. Les banquettes étaient garnies de coussins d'un vert blafard et putride. Les tables étaient d'un jaune ocre hideux avec des garnitures chromées écaillées. Les sols étaient en carrelage bleu pâle, comme des toilettes publiques, de nombreux morceaux manquants ou ébouriffés. Les murs étaient plus de ce chrome de mauvais goût interrompu par des lambris en faux bois, laissant place à des fenêtres en verre d'environ la hauteur de la taille au plafond. Oui, des fenêtres. Non visibles de l'extérieur. J'étais entré par une porte au milieu d'un mur de briques unies et solides, mais de l'intérieur, c'était du verre tout autour. Elles étaient si épaisses de crasse que je pouvais à peine voir à travers, mais je pouvais dire que ce n'était pas la bonne vue de derrière le shoprite. Cela ressemblait plus à une sorte de paysage de conte de fées troubles, des maisons simples et massives sur des collines verdoyantes. Malgré le flux constant de gens qui entraient par la porte, je ne pouvais pas voir le moindre signe de mouvement ou de vie là-bas. J'ai commencé à me demander si j'avais l'air suspect, juste en me tenant là et en regardant avec effarement pendant que tout le monde se dirigeait directement vers la nourriture. J'ai pensé que je ferais aussi bien de faire un effort pour me fondre dans la masse, erreur numéro 1. La plupart des offrandes étaient typiques de la merde qui sortait de ces fenêtres à emporter ou qui envahissait les étagères des supermarchés. Un tas de steaks rouges et crus était posé sur un lit de sang noir et coagulé. Des pilons trop grands et d'un blanc pâteux dégoulinaient de jus jaune froid. Un long bac de boue rose et grumeleuse se balançait comme du pudding alors que les gens la prenaient à la louche sur leur plateau ou directement dans leur visage incrusté de graisse. Je pense que j'ai remonté ma chemise sur mon nez à ce moment-là. J'ai cru reconnaître beaucoup de plats exotiques, des cuisses de grenouille, des pâtes de poulet, de la tripe de bœuf, mais je ne pouvais pas en être tout à fait certain. Je n'étais pas sûr que les poulets aient autant d'orteils, ni qu'aucune grenouille que je connaissais ne soit aussi grande. Il y avait un plateau de ce que je pensais être de grosses gousses de graines segmentées, jusqu'à ce que l'une d'elles s'enroule et se déroule brusquement, 2 fois, comme un doigt qui fait signe. Cela m'a donné la chair de poule. Il y avait des langues. Il y avait des cerveaux. Il y avait quelque chose comme des spaghettis jaunes et clairs dans une sauce brune et pâteuse.
Au moins, c'est ce que je vais continuer à me dire que c'était. Il y avait des nageoires de poisson et des yeux de chèvre et même des os, juste des os blancs parfaitement nus et fumants. Je pouvais à peine supporter la vue de qui que ce soit en train de manger. Madame Faber, une vieille acariâtre et grincheuse d'en bas de la rue, creusait comme une enfant excitée dans un grand tas de ce qui ressemblait à des dents de cheval, aspirant tous les restes de tissu de gencives qu'elle pouvait trouver. J'ai senti mon estomac frémir. Nous avons croisé nos regards, et pendant un instant, j'ai presque cru voir un regard de clarté horrifié, comme si le brouillard était presque levé de son esprit et qu'elle était sur le point de me demander ce qu'elle faisait au nom de Dieu. Au lieu de cela, ses yeux se sont vitreux et elle a souri de ce sourire idiot et effrayant. Exactement comme maman en faisait, a-t-elle dit d'un ton ringard et chantant qu'elle n'aurait jamais été surprise d'utiliser, mettant une autre molaire noueuse et jaunie dans sa bouche et suçant bruyamment. J'ai pu goûter ma propre bile au moment où je me suis éloigné de cette orgie impie de dépravation culinaire. C'est là que je l'ai vu. La chose que j'en suis venu à considérer comme un « tête d'œuf ». Il se balançait autour des comptoirs, les bras agitant aveuglément. Une figure humaine nue et asexuée d'un blanc crayeux dominée par une tête de ballon de plage centrée, une figure de bâton faite chair. La théorie de l'invasion extraterrestre me semblait de mieux en mieux. La chose se frayait un chemin dans une allée à la fois, et n'avait pas l'air au premier abord d'avoir un but précis en tête. Elle s'accrochait occasionnellement aux cheveux ou aux vêtements de quelqu'un, presque comme si elle était désespérée d'attention ou même avait besoin d'aide, mais personne ne clignait des yeux dans sa direction. J'ai supposé que je pourrais m'en tirer en l'ignorant comme tout le monde, jusqu'à ce qu'il se fraye enfin un chemin dans l'allée opposée et traverse mon champ de vision direct. Il s'est figé là. Le visage d'œuf lisse et vide s'est tourné directement vers moi. Je ne me souviens pas du sprint pour rentrer à la maison, mais je me souviens qu'il faisait nuit noire lorsque j'ai explosé hors de cette porte verte laide et grasse. Il ne pouvait pas être plus tard que midi lorsque je suis entré pour la première fois, et je ne pouvais pas avoir regardé les horreurs qui s'y trouvaient pendant plus de 40 minutes, de mon point de vue. Je ne sais pas si quelque chose m'a suivi, mais je me suis barricadé dans ma chambre cette nuit-là, juste pour être en sécurité. Les portes et les fenêtres sont partout. Si vous pouvez lire ceci, ne sortez que lorsque vous y êtes obligé, et n'allez nulle part de nouveau, ça pourrait être plus nouveau que vous ne le pensez. Entrez 3. Ils étaient des humains autrefois. Les têtes d'œufs. J'en ai vu beaucoup au cours des semaines qui ont suivi le buffet. Tout le monde ne montre pas les signes, mais certaines personnes, celles qui sont le plus accros à cette pâte de viande étrangère et malsaine, ne semblent prendre du poids qu'à partir du cou. Leurs cheveux tombent. La première chose qui disparaît, ce sont les yeux, puis la bouche se referme et toute la tête devient lisse. Ils se mettent à errer sans but, invisibles pour tous les autres, oubliés de leurs amis et de leurs proches. Ils ne font rien d'autre que marmonner, agitant leurs bras comme s'ils cherchaient leurs yeux perdus. Grindinchuck.png. J'en ai tué un aujourd'hui. J'avais passé mon après-midi à fouiller la ville à la recherche de choses normales à manger, une tâche de plus en plus difficile. Éviter la nourriture manifestement bizarre n'est qu'une partie du problème. Je dois faire attention à tout ce qui se vante d'avoir une nouvelle formule ou un goût amélioré. Parfois, il me suffit de chercher le logo d'un hamburger sur l'emballage, ou de vérifier les ingrédients pour trouver un nouveau charabia comme gelée d'OS extraite ou morceau d'EVE naturel. Une partie de la nourriture non contaminée est directement jetée dans les bennes à ordures, que j'étais en train de fouiller quand la tête d'œuf m'a surpris, me coinçant dans une ruelle à sens unique entre un Safeway et un Walgreens. Sa tête était plus grosse que la plupart des autres, un globe incroyablement gonflé qui frôlait presque les murs des deux côtés. Je ne sais pas comment son corps faible et crayeux pouvait la soutenir. Ce n'était guère plus qu'un squelette, la peau fine étant étroitement collée à ses os. Tout ce qui restait de son ancienne identité était une cravate noire, se balançant comme un pendule sur son cou mince comme un crayon. Son marmonnement incohérent semblait à la fois paniqué, apologétique et menaçant alors qu'il avançait vers moi, les membres tendus. Je n'avais rien pour me défendre qu'un sac de pain rassis et une canette de Coca-Cola tiède. Je lui ai crié dessus, lui disant que je ne savais pas ce qu'il voulait, que je ne pouvais rien faire, mais il a continué à s'approcher. Marmonnant. Au moment où mon dos a heurté le mur derrière moi, j'ai craqué. J'ai attrapé le couvercle de la poubelle la plus proche et j'ai frappé de toutes mes forces, le faisant percuter ce visage gros et bulbeux comme une hache de guerre. C'était comme frapper un énorme ballon de basket bien tendu. Le marmonnement est devenu plus frénétique, plus confus, tandis que la chose trébuchait en arrière, la gravité tirant sur son crâne maladroit,
les bras tourbillonnant de manière caricaturale alors qu'elle luttait pour retrouver son équilibre. C'était comme une sorte de sketch tordu, comme quelqu'un qui se débat pour ne pas faire tomber un gâteau de mariage. J'ai chargé, criant comme une banshee, en frappant de nouveau, et la chose est finalement tombée. Lentement. Comme si elle était remplie d'air. En touchant le sol, cette énorme tête a explosé comme une tique gonflée. Avec un bruit d'éclaboussure humide, de la chair rosâtre et des morceaux de chair blanche et caoutchouteuse ont jailli de la ruelle et se sont répandus dans la rue. Pendant un instant terrifiant, je me suis demandé à quoi la scène ressemblerait pour le reste du monde, s'il verrait un acte de meurtre aléatoire et insensé contre un être humain complètement normal et innocent. Les gens qui enjambaient déjà avec désinvolture les tas de chair éparpillés m'auraient rassuré, si ce n'était pas pour ce qui s'est passé ensuite. L'un de ces tas a commencé à bouger. Quelque chose de la taille d'un bébé se tordait hors de la boue pulvérisée, une forme grasse et légèrement oblongue avec beaucoup d'appendices fins et frétillants en dessous, encore trop épais de chair pour que je puisse en distinguer les détails. Il se trouvait toujours entre moi et la liberté, et je ne pouvais que regarder, stupéfait et confus, alors qu'il déployait une paire de grandes nageoires transparentes et prenait brusquement son envol, s'éloignant dans le ciel de l'après-midi comme un bourdon gonflé et charnu. Heureusement, il n'a jamais semblé me remarquer ou s'intéresser à moi. C'est drôle que je me sois décidé pour tête d'œuf. Je trouvais juste qu'elle ressemblait à des œufs. Je ne savais pas qu'elle l'était littéralement. Une femme s'est arrêtée net sur le passage piéton pour sourire et faire un signe de la main à la chose alors qu'elle disparaissait dans le ciel, puis a continué son chemin avec seulement un regard d'étonnement momentané. Ce regard de qu'est-ce que je fais, suivi de celui de eh bien, peu importe auquel je me suis habitué au cours des dernières semaines. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire sur les maladies. Les parasites. Les insectes. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Il existe une sorte de guêpe qui pond ses œufs dans une chenille vivante. Lorsque les larves éclosent, elles modifient le métabolisme entier de l'hôte pour répondre à leurs besoins. La chenille mange plus, grandit, tout cela pour fournir aux guêpes en développement plus de nourriture. Ce genre de choses est partout dans la nature. Il y a des microbes qui rendent les souris suicidairement attirées par les chats. Il y a des mouches qui grandissent à l'intérieur de la tête des fourmis qui continuent de bouger même après que leur cerveau a été mangé. Tout cela a tellement de sens. Peut-être qu'ils viennent de l'espace. Peut-être qu'ils viennent de l'enfer. Peut-être qu'ils ont toujours été ici, faisant tomber une espèce, une civilisation après l'autre. Qui sait? Ils nous nourrissent pour que nous puissions les nourrir, pour qu'ils aient un corps chaud et agréable qui les garde en sécurité et nourrit jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous. Nous ne sommes qu'un troupeau de bétail, inconscients de notre position dans la vie alors que nous sommes engraissés et abattus par quelque chose qui plane juste au-dessus de notre compréhension de l'ordre naturel. Je ne sais pas pourquoi je peux les voir, pourquoi je peux voir ceux qui nous nourrissent. Je suis comme une vache qui comprend exactement ce qui se passe dans l'abattoir, et je n'arrête pas de penser à ce qu'une vache pourrait espérer accomplir avec cette connaissance. Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Entrée 4. Aujourd'hui, j'ai suivi l'une des choses volantes. Elles finissent par sortir seules des têtes d'œufs, prenant souvent une trentaine de minutes pour essuyer la chair de leur corps visqueux avec leurs pattes ondulantes avant de s'envoler. Elles n'ont jamais montré d'agressivité, ni de reconnaissance de mon existence. Elles s'envolent simplement comme si elles avaient un endroit où aller. Et apparemment, elles en ont un. C'est sur le parking d'un Walmart que j'ai été témoin d'une autre éclosion. La tête d'œuf trébuchait entre les voitures, se griffant le visage, tendant faiblement la main aux passants comme si elle pensait encore pouvoir être sauvée. Elle n'avait même pas encore touché le sol que son visage centré a commencé à se fissurer de manière audible, une boue rosâtre s'écoulant comme du jaune d'œuf cru. Elle s'est effondrée contre une mini-fourgonnette et s'est affaissée mollement sur le trottoir tandis qu'un gros morceau de son cuir chevelu se détachait avec un craquement humide et solide. La chose à l'intérieur palpitait, gonflant comme un poisson-globe pour pousser ce qui était autrefois un crâne humain. Elle palpitait et se tordait pour sortir du crâne rompu, ressemblant à une mouche à cheval mouillée et caoutchouteuse faite de chewing-gum mâché, ou à un cerveau inversé avec des ailes membraneuses. Ses membres ramifiés se tordaient comme des vers de nuit, soutenant à peine son corps gonflé et rugueux. Les ailes tremblaient, presque prudemment au début, avant qu'elle ne fasse son premier bond aveugle dans les airs, et ne s'écrase bruyamment sur le sol. Tintom.png. C'était un raté. Elle a de nouveau tenté de voler, se balançant maladroitement sur quelques mètres avant de tomber comme une pierre avec un autre bruit de claquement humide et pitoyable. J'ai beaucoup ri.
Quand des monstres invisibles dévorent la race humaine et que personne ne s'en soucie, on a tendance à prendre tout le divertissement que l'on peut trouver. Elle a redécollé dans la même direction, se posant sur le capot d'une Jeep. Le petit gars était déterminé. C'est alors que j'ai eu une illumination, l'opportunité sur laquelle j'étais tombé. Elles avaient toujours disparu dans le ciel avant que je ne puisse même avoir une idée de leur direction, mais je pouvais facilement suivre celle-ci à pied. Je me suis dit que, dans le pire des cas, je ne verrais rien de nouveau et je devrais prendre un bus pour rentrer en ville. Par chance, sa destination n'était pas loin. J'ai failli abandonner, attendant que cette satanée chose se reprenne tous les 3 ou 4 mètres, la regardant chuter comme un avion en papier tordu et se débattre comme un poisson mourant pendant plusieurs minutes, mais une heure ne s'était pas écoulée avant que je ne découvre son petit secret, à 1 kilomètre des restes froissés de la tête d'œuf. Une toilette portative. Entre les portes magiques, les publicités criardes, les snacks mutants et les trucs bizarres que je ne peux même pas commencer à aborder, je n'avais jamais pris le temps de penser aux toilettes portables d'un bleu vif qui semblait inhabituellement courante ces derniers temps. Je n'en avais jamais eu besoin, et avec les travaux routiers apparemment perpétuels qui dévorent nos impôts aussi longtemps que je vis ici, ce n'est pas comme si c'était un spectacle si étrange. La porte en plastique crasseuse s'est doucement ouverte tandis que la mouche cerveau se rapprochait. J'ai feint le désintérêt, faisant de mon mieux pour passer sans y prêter attention comme tout le monde, mais j'ai jeté un coup d'œil rapide dans le pot de miel ouvert. La mouche cerveau, comme j'ai décidé de la nommer, dévalait déjà un long tunnel sombre, s'étendant à perte de vue, le tout contenu dans une simple petite cabane à caca portable. Rien d'inhabituel, de nos jours. Alors que je retournais à ma voiture et rentrais chez moi, une seule pensée persistait. Il fallait que je sache. La réalité s'effilochait autour de moi. Mes anciens voisins se battaient dans les rues pour des bouchées rances d'entrailles de poisson. Des hamburgers géants illuminaient le ciel nocturne sur des enseignes au néon qui éclipsaient des bâtiments entiers. Des choses mangeaient des gens de l'intérieur, et tout ce que je voulais, c'était une réponse. Même un indice. Toute piste que je pouvais trouver. Je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit, et n'importe quel jour, je pourrais me réveiller en tant que zombie endoctriné, un autre esclave glouton de leurs asticots frits et de leurs globes oculaires marinés. Ils pourraient me broyer et me servir dans les buffets, je m'en fichais. Je devais juste savoir où menait ce maudit tunnel, où allaient vraiment ces salauds mangeurs de cerveau. J'ai veillé cette nuit-là, mon esprit s'emballant avec des images de vaisseaux mers extraterrestres, de réalités parallèles et de villes souterraines. Demain, j'y vais. Soit je meurs en connaissant une pièce de plus du puzzle, soit je leur botte d'une manière ou d'une autre leurs fesses gluantes. Qui peut dire s'ils seront même préparés pour un intrus, s'ils pensent qu'ils nous ont tous dupés? Je ne m'attends pas à être une sorte de héros, mais pour l'instant, je suis le seul que je connaisse à avoir une chance d'essayer. Entrée 5.1. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai trouvé dans ce tunnel. Il s'étendait sur plus d'1 kilomètre à l'arrière de ce qui aurait dû être l'intérieur de 3x3 d'une toilette portable. J'y avais été conduit par un cerveau volant, et ce que j'ai trouvé a tout de même réussi à me surprendre. J'avais prévu d'être préparé, mais il y avait finalement peu de choses que je pensais utiles. J'ai emballé un kit de survie acheté en magasin, des cordes et des fusées éclairantes, et une lourde pelle à neige en métal, la seule arme que je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose. Les têtes d'œufs ne répondaient qu'aux coups, et même dans ce cas, cela ne semblait qu'accélérer le processus d'éclosion. Il n'y avait aucun moyen que je puisse toucher une mouche cerveau avec une balle, mais dans un espace clos, je supposais que je pourrais leur donner un bon coup. Outre l'impossibilité fondamentale de son existence, le tunnel était tout à fait banal. Un couloir en béton légèrement arrondi, interrompu seulement par des grilles carrées et rouillées. Le bourdonnement lointain s'est intensifié au fur et à mesure de ma progression, et bientôt, le tunnel a laissé place à ce que je suppose pouvoir décrire comme une sorte de sol d'usine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, la mâchoire pendante, mon cerveau s'embrouillant pour traiter tout ce que je voyais. Pensez à tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez machinerie. Des engrenages qui tournent, des tapis roulants, des pistons qui barbotent, des ventilateurs qui tournent. Des mécanismes de toutes les conceptions imaginables et plus encore, qui fonctionnent et pompent dans un espace si vaste qu'aucun sol, plafond ou mur ne pouvait être vu dans l'obscurité lointaine. Maintenant, imaginez que quelqu'un ait jeté tout cela et ait engagé des clowns pour le remodeler. 50 ou 60 ans de négligence plus tard, vous pourriez avoir quelque chose de proche de l'enfer burtonsque sur lequel j'étais tombé. Tout alternait entre de l'acier froid et crasseux et une sorte de motif de pays de bonbons,
avec des tuyaux aux rayures vives et des conduits d'aération à poids. J'ai sursauté alors qu'une pluie d'étincelles s'est échappée d'un immense bras robotique au-dessus de ma tête, son boîtier métallique rouillé et son câblage rouge emmêlé contrastant fortement avec sa main en forme de gant de Mickey Mouse. Je me suis retrouvé à reculer de quelques pas dans le tunnel alors qu'il se tendait, les articulations gémissant de négligence, et tirait un levier énorme avec un bouton rose brillant, une action inexplicablement ponctuée par un son de canard qui cancane. Instantanément, un tapis roulant en forme d'échiquier a couiné en s'animant, faisant défiler une procession de ce qui aurait pu être des cochons morts, bien que je ne puisse pas voir leur tête, ni même les souches déchiquetées là où elles auraient pu être attachées autrefois. Avec un son ridicule de sifflet, un autre objet énorme est apparu, un entonnoir angulaire, rose et violet, de la taille d'une piscine. Un par un, les carcasses mystérieuses sont tombées du tapis et dans l'énorme trompette, chacune suivie d'un son de déchirement tortueux et d'un bref mais volumineux geyser de sang épais et brun. L'odeur était insupportable. Hypnotisé par le spectacle de l'usine de saucisses de Willy Wonka, j'ai failli tomber sur mes fesses lorsqu'un grand objet a fusé par-dessus mon épaule. Une mouche-cerveau. Elle était venue par le tunnel derrière moi et a évité ma tête de quelques centimètres. Alors que mon cœur redémarrait avec prudence, j'ai enregistré le fait que je n'étais toujours pas une préoccupation évidente pour les choses, même en tant qu'intrus dans ce qui aurait pu être leur quartier général, ou du moins une extension de celui-ci. Je ne savais pas si c'était rassurant ou non. Le parasite avait pris un virage serré vers le haut en quittant le tunnel, mais je pouvais toujours entendre le distinct battement d'ailes membraneuses entre le vrombissement, le grincement et le klaxon loufoque occasionnel de l'usine. J'ai tendu le cou, attendant que le crépitement irrégulier de l'équipement illumine la pénombre. Effectivement, je pouvais voir des centaines, des milliers de formes rosâtres et scintillantes passer à une dizaine ou une quinzaine d'étages au-dessus, toutes dans la même direction. J'ai suivi. Un réseau de passerelles rendait la navigation relativement facile, et j'étais généralement capable de garder en vue le mur de béton d'où j'avais émergé. Les entrées de tunnels étaient fréquentes, les mouches-cerveaux s'y glissant périodiquement pour rejoindre leurs frères et sœurs au-dessus. Même si je me perdais, j'étais convaincu qu'un autre tunnel pourrait me ramener dans le monde réel, et probablement dans une zone peuplée. Après tout, ils avaient besoin de corps. J'ai frissonné. Pas à l'idée, mais à la façon désinvolte dont l'idée m'était venue. Je m'y habituais trop. Un confort inconfortable. L'abattoir ceux-ci n'offrait pas de pénurie de spectacles grotesques. Des rivières de boue de viande coulaient le long de goulottes métalliques aussi larges que des rues de ville, des cadavres putrescents s'y balançant paresseusement, et parfois à contre-courant. Des scies circulaires imposantes se dressaient comme des grandes roues macabres, déchiquetant des dalles de viande solide et fraîche qui auraient pu nourrir des villes entières. Quel être vivant aurait pu avoir autant de chair sur lui? Un éclaboussement constant s'est avéré être un mixeur de la taille d'une petite maison. Littéralement juste un mixeur domestique à grande échelle. Il avait même un cadran géant, bien qu'avec un seul réglage étiqueté « Excite ». Je suppose que l'on pourrait décrire les camions sans fin de souris blanches vivantes qui y étaient déversés comme excités, dans un sens. Je suis passé devant des lacs d'entrailles bouillonnants, des cuves de fermentation de têtes de poissons haletantes, des montagnes d'os brisés et ensanglantés. Une procession sans fin de crochets à viande transportait une ménagerie bizarre de carcasses le long d'un système ferroviaire emmêlé, des bovins écorchés à des choses que je doute que vous auriez trouvées dans un manuel scolaire. Il y avait des formes ressemblant à des insectes aussi grandes qu'un homme, des masses tentaculaires dégoulinant d'icors de couleurs bizarres et quelque chose que je ne peux décrire que comme un espadon poilu. Leur cargaison était si tordue qu'il m'a fallu un certain temps pour remarquer ce qui n'allait pas avec les crochets à viande eux-mêmes. Ils n'avaient pas de roues, mais s'accrochaient à leurs rails par des pattes métalliques ressemblant à des araignées, tapotant avec une vitesse aveuglante. Plus j'avançais, plus le battement humide et visqueux du troupeau extraterrestre devenait fort. De plus en plus de ruisseaux convergeaient en une seule migration de masse, leurs ailes collectives couvrant presque le vrombissement, le grincement et l'éclaboussement de l'usine. Je n'étais toujours pas sûr de ce que je cherchais, mais je savais que je m'en approchais. Entrée 5.2. J'étais monté de 6 niveaux à partir de mon point de départ lorsque j'ai eu ma première rencontre avec une Vino-mouche-cerveau. Mon esprit a d'abord essayé de le prendre pour un rat, une petite forme blanche qui se précipitait dans ma vision périphérique. Nous nous sommes tous les deux figés lorsque je me suis approché pour mieux voir. Le petit être étrange ne mesurait que quelques centimètres, pâle et vaguement humanoïde, avec une grande tête presque sphérique. Il me rappelait fortement l'une des têtes d'œufs,
mais il y avait peu de chances que cette chose ait jamais été humaine. Là où il aurait dû y avoir des yeux, il n'y avait qu'une paire de trous béants et sanglants, et sa bouche était un simple trou circulaire. Dans ses petites mains pâles et translucides, il portait un morceau de viande. Il n'avait pas l'air dangereux, mais il aurait pu cracher du feu pour ce que j'en savais. J'ai levé prudemment ma pelle et reculé d'un pas, ne voulant pas provoquer d'agression, et le lutin minuscule s'est mis en mouvement. En un instant, il a enfoncé la viande dans l'un de ses trous d'yeux vides et a fait un bond depuis la passerelle, atterrissant avec un doux bruit humide sur un niveau inférieur et s'éloignant dans l'obscurité. À partir de ce moment-là, les petites créatures semblaient être partout. Je les surprenais en train de me regarder depuis les coins, ou de voler activement des restes de nourriture sur les tapis roulants. Je suppose que la comparaison avec un rat n'était pas si éloignée. Mais si les mouches-cerveaux volaient et que les petites choses gobelins n'étaient que de la vermine, pour qui ou pourquoi les passerelles avaient-elles été construites? J'aurai ma réponse bientôt. Entrée 5.3. En suivant la rivière volante de cerveaux ailés, j'ai finalement été amené à ce qui semblait au premier abord être un mur d'acier, maintenu par des poutres et des rivets colossaux. De chaque côté, il semblait s'éloigner progressivement. L'extérieur d'une structure à peu près circulaire. Bien au-dessus de moi, mon flux de mouches-cerveaux se déversait à travers un hublot grillagé de 30 mètres de large, les espaces étant juste assez grands pour accueillir leurs envergures. Je pouvais distinguer d'autres hublots à ma gauche et à ma droite lointaines, d'autres troupeaux visqueux qui affluaient. C'était ça. Le quartier général. Le vaisseau mère. La passerelle continuait à travers un hublot beaucoup plus petit dans quelque chose comme un vaste stade, des lumières électriques lointaines confirmant une forme circulaire d'environ 1,5 km de large. Son sol était en béton solide et poli, tandis que son plafond était obscurci par une tempête torrentielle de corps vivants, des dizaines de flux de mouches-cerveaux convergeant dans le toit ouvert d'un tube de béton menaçant au centre de tout. D'une hauteur d'une vingtaine d'étages, une lueur verte inquiétante s'écoulait du sommet de la tour monolithique comme une sorte de porte vers un autre royaume, un trou de verre vers l'univers obscène d'où venaient réellement les choses. Une toile tridimensionnelle de chemin suspendu encerclait le tout, s'entremêlant avec un réseau de tuyaux immenses et crasseux dans lesquels un semi-remorque aurait pu rouler. C'était si magnifique, si horrible, que je n'ai presque pas réalisé que j'avançais toujours, ma mâchoire pendante dans une fascination muette, et je n'ai pas immédiatement saisi la signification d'un bruit métallique derrière moi. Un bruit comme celui d'une porte qui se ferme. Mon cerveau a réfléchi à la pensée pendant quelques instants de plus avant que je ne me retourne dans une poussée de panique. Le tunnel s'était effectivement refermé. Le doux rugissement de la tornade de mouches-cerveaux a été rejoint par un nouveau son qui n'était pas sans rappeler le bêlement d'une sonnette d'alarme. Et puis est venue la viande. J'ai eu le bon sens de me mettre en mouvement dès que le tuyau béant le plus proche a commencé à frissonner et à gargouiller, faisant couler un mince filet de boue brun rougeâtre pendant quelques instants avant d'éclater finalement en un torrent de boue épaisse. Que de la viande. De la viande et du jus de viande. À quelques mètres de là, un autre tuyau a vomi. Au début, j'ai pensé que l'intention était de me noyer. Je n'ai pas douté une seconde qu'il y avait assez de viande dans la plomberie de l'usine pour remplir cet endroit complètement, mais il est vite apparu que ma mort ne serait pas si simple. La viande semblait s'étendre beaucoup plus loin que ne le dicterait la simple gravité. Où que je cours, elle semblait couler directement vers moi, serpentant en ruisseau comme les pseudopodes d'une énorme amibe. Ce n'était pas mon imagination. C'était le pire des scénarios, mais à ce stade, loin d'être surprenant. J'avais déjà vu des choses se déplacer et se contracter sortir des fenêtres de plat à emporter, des choses qui ne pouvaient pas être vivantes mais qui se tortillaient frénétiquement même lorsqu'elles étaient déchirées et dévorées par les bouches de plus en plus grosses et grasses de mes voisins. Une chaîne de saucisses teintées devait s'élever de manière chancelante d'un tas voisin comme un cobra ivre. J'ai un peu eu la nausée. Émergeant principalement des bords extérieurs de la chambre, la chair vivante me poussait à me rapprocher de la tour, où je n'aurais d'autre choix que de monter sur les passerelles. J'allais probablement mourir de toute façon, et ce serait probablement hideux. Au moins, je pourrais jeter un coup d'œil à un monde extraterrestre en partant. Entrée 5.4. Au moment où j'avais grimpé seulement 3 niveaux, je ne pouvais plus voir d'espace vide en dessous de moi. Seulement un lac de viande solide, ondulant de vie surnaturelle comme une fosse d'asticots déformée et imbibée de sang. Je pouvais voir des morceaux commencer à grimper après moi, cherchant aveuglément les escaliers ou rampant simplement comme un escargot sur le côté de la tour. Quelques-uns ont réussi à me rattraper ou même à me couper la route, momentanément, mais la pelle s'est avérée être un excellent choix.
Ce que je ne pouvais pas écraser ou couper, je le balançais par-dessus bord. Quelque chose comme un pingouin à l'envers a trottiné jusqu'à mes pieds au 4e niveau. Un bon coup, et il s'est écrasé bruyamment en un disque parfait et comique, se tortillant toujours inutilement. Des cerveaux-rangs sont éclatés comme des citrouilles gâtées sous ma colère. Une masse d'intestin se tortillant a inexplicablement couiné et est morte une fois que j'ai coupé ce qu'elle utilisait vaguement comme extrémité de tête. Un tas géant de slime rosâtre m'a donné des ennuis momentanés au 6e niveau, repoussant un coup après l'autre, jusqu'à ce que je sois frappé par son odeur chimique écrasante et que je brandisse l'une de mes fusées éclairantes, espérant qu'elle soit inflammable. Comme s'il savait exactement ce que je pensais, il a reculé comme un escargot dans un tambour métallique rouillé qu'il traînait. Bien que pathétiques individuellement, les créatures de viande étaient persistantes et de plus en plus bizarres. Quelque part au 8e, voire au 9e niveau, je me suis retourné pour trouver une grosse tête de poisson qui tentait de se faufiler derrière moi, marchant sur la pointe des pieds de manière comique sur une paire de jambes féminines étrangement humaines. Elle s'est figée quand j'ai toussé, comme si elle réalisait trop tard que je l'avais regardée pendant 4 ou 5 de ses pas furtifs exagérés. Un gros insecte blanc, comme un cloporte, est tombé de la bouche du poisson, a gazouillé de colère et s'est enfui sur ses pattes arrière avant que je ne renverse la chose poisson par-dessus le bord. Âme. BBQ 2.png. Plus j'avançais, plus les choses qui émergeaient de la plomberie de l'usine devenaient bizarres, des choses qui devaient avoir grandi et pourri bien plus longtemps dans ces entrailles métalliques et sans lumière. Je pouvais à peine les comparer à un animal ou à une partie du corps. Des tubes jaunes pustuleux se déplaçaient comme des vers de terre, et des taches noires tentaculaires se débattaient comme des poissons échoués dans des flaques de leur propre sécrétion jaune-vert. Je menais une guerre contre des restes de hot-dog de la planète X. Entrée 5.5. Je commençais à prendre de l'assurance. Peu importe à quel point c'était horrible, chaque bête de viande avait un point faible facile. J'étais de plus en plus confiant de pouvoir rentrer chez moi vivant, me demandant si, peut-être, ils avaient seulement mis le monde sous une sorte de sort hypnotique parce que nous étions simplement trop puissants, trop dangereux pour qu'ils puissent se défendre contre nous. Je commençais à me sentir comme un héros après tout, comme si je vivais mon propre jeu vidéo. Cette fierté s'est arrêtée net au 15e niveau, quand le premier véritable obstacle a été jeté dans ma stratégie de frapper les choses avec une pelle. La chose qui bloquait mon chemin n'était pas faite de viande. Pas à l'extérieur, du moins. Elle semblait entièrement faite de fer, robuste et presque noire. Un torse comme un mannequin de grand magasin se tenait sur 3 jambes articulées et noueuses, et son seul bras se terminait par une paire de pinces déchiquetées, qui se refermaient périodiquement avec un claquement. La tête surdimensionnée ressemblait à une sorte de marmite ou de chaudière énorme, avec une paire d'yeux peints de manière caricaturale. Une lueur orange-jaune pouvait être vue à travers ses nombreuses fissures et ouvertures. Je ne pensais pas qu'une pelle pourrait faire grand-chose à celle-ci, et elle ne reculait pas et ne s'approchait pas. Elle se tenait simplement là, attendant. Me défiant de faire un mouvement. Je pouvais voir une rivière dense de corps de viande déferler sur le chemin à seulement 3 niveaux en dessous, faisant la même lente spirale autour de la tour que moi. Fragile ou non, il n'y avait aucun moyen de contenir leur nombre pour toujours. Je me demandais si je serais capturé vivant. Une douzaine d'images ont traversé mon esprit. Les têtes d'œufs. Les choses que j'avais vues ici. Les choses que j'avais vues dans les vidéos de propagande de la PETA. N'importe laquelle d'entre elles pourrait être mon destin. Parlons-en, fiston. La voix m'a ramené à la réalité, si l'on peut appeler cela une réalité. Elle était venue de devant moi. Du robot cuisinier, ou quoi que ce soit d'autre. Quoi? Il a parlé de nouveau? Cela n'a pas à se passer comme ça, petite. Nous pouvons même te réparer comme les autres. Tu ne sauras jamais rien. Je savais exactement de quoi il parlait. Le lavage de cerveau. Pour autant que je sache, j'étais en train de faire le premier contact avec une intelligence non humaine, et j'avais 1 milliard de questions sur ce qu'il nous faisait, d'où il venait, ce qui existait d'autre dans l'univers ou le multivers ou dans quoi que nous vivions. Une seule chose est sortie. Allez vous faire foutre. Il a poussé un soupir métallique et creux, un peu de fumée s'échappant de l'ouverture de son visage. Il a semblé s'affaisser un peu à ma réponse. Si c'est ce que tu veux, ma petite. Il s'est levé de manière menaçante sur ses 3 jambes, et j'ai réalisé ce à quoi il me rappelait, un barbecue. En un clin d'œil, son bras griffu a jailli et s'est refermé sur le manche de ma précieuse pelle, l'arrachant sans effort de ma prise et la laissant tomber sur la passerelle. Merde. Il a jailli de nouveau,
et cette fois il m'a attrapé par le cou. Il m'a projeté au sol, prenant apparemment soin de ne pas m'étouffer tout de suite, mais de me causer au moins une douleur considérable. Ses jambes ont retenti bruyamment alors qu'il se positionnait directement au-dessus de moi et plantait son cul métallique directement sur mon estomac, me clouant encore plus fermement. Des lignes de graisse noire ont commencé à couler sur le visage artificiel de la chose, grésillant furieusement. J'ai crié faiblement à travers la prise de la créature lorsqu'une seule petite goutte a touché la peau exposée de mon bras. C'était comme être marqué au fer. Le monstre a gloussé. Qui est? Il a prononcé le rire comme s'il lisait un mauvais script. Si ses yeux avaient été réels, il m'aurait regardé directement dans les miens, et s'il avait eu des lèvres, je suis sûr qu'elles auraient souri. Il s'est penché en avant, la graisse coulant maintenant en un épais rideau, menaçant à tout moment de commencer à pleuvoir en filets sifflants sur mon visage exposé. La griffe autour de mon cou s'est resserrée, pinçant finalement mes voies respiratoires. Il allait me brûler les yeux tout en m'étranglant à mort. J'ai lâché le bras de la chose pour protéger mon visage du mieux que je pouvais, souhaitant avoir eu la prévoyance de porter des gants plus épais alors que j'attendais le torrent de graisse bouillante, le gloussement de la chose atteignant un point culminant. Hug. Il s'est arrêté. La graisse n'est pas venue. En retirant mes mains de mes yeux, j'ai vu que la tête du monstre s'était détournée de moi. Toi? Il a crié. Je ne pouvais pas dire ce qu'il regardait, jusqu'à ce qu'il desserre de manière inattendue sa prise sur mon cou et se lève. Je pouvais voir de petites formes blanches du coin de mes yeux. Eugug. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Il s'est plaint comme un enfant alors que les hobgoblins caoutchouteux grimpaient sur son corps métallique comme des geckos sans os. Il a commencé à trébucher, essayant de son mieux de retirer les parasites grouillant avec son seul bras, mais ils ont glissé à travers la griffe comme de la gelée. Je ne savais pas combien de temps il serait distrait, et j'ai plongé pour ma pelle avant de me lever péniblement sur mes pieds. Je pouvais voir la légion de viande enflée juste un niveau en dessous. Chose vile. Vie. Elles sont dans mes ouvertures. J'étais presque trop fasciné pour agir. Les hobgoblins avaient soulevé le couvercle de cette tête de grille rouillée, exposant une petite forme huileuse et noircie en dessous. Elle était trop emmêlée et brûlée pour être discernée, mais je pouvais voir divers membres agités frénétiquement pour tenir les choses gremlins à distance. J'ai levé la pelle, prêt à frapper. D'un seul coup, les petites créatures ont tourné la tête dans ma direction, et sont tombées comme des mouches de lettres métalliques, tombant sur le chemin et se dispersant hors de vue. Le visage de Barbecue, lui aussi, s'est tourné vers moi. Merci. Tu n'as aucune idée de... J'ai laissé échapper un hurlement de berserker alors que j'abattais la pelle carrément sur ce corps noir et tressaillant, l'écrasant avec un craquement humide et un bruit assourdissant contre le grill brûlant sur lequel il reposait. La construction métallique est restée immobile et silencieuse pendant plusieurs moments angoissants, avant de finalement commencer à basculer en arrière, grinçant comme une porte rouillée avant de s'écraser au sol, morte ou endormie ou quoi que ce soit d'autre que je viens de faire. Je l'ai poussé quelques fois avant de le contourner avec prudence et de continuer à monter. Quelque chose ne voulait pas que j'atteigne le sommet, et je me sentais plutôt bien à ce sujet. Entrée 5.6. Le reste de ma montée a été relativement sans incident, interrompu seulement par un calmar hot dog bizarre ou des côtes de porc qui couraient. C'était à 23 étages que j'étais enfin à peu près au niveau du sommet de la tour, la passerelle s'étendant autour d'elle en une parfaite toile d'araignée d'un mur à l'autre. De près, la vue des mouches-cerveaux était plus impressionnante et plus hideuse que je ne l'aurais imaginé. Baigné dans cette lumière extraterrestre, l'entonnoir rugissant de vie surnaturelle était presque trop beau pour avoir jailli de crâne autrefois humain. Le nombre de morts qu'il représentait devait être stupéfiant. Cette beauté terrible contrastait assez durement avec la silhouette qui se tenait à quelques mètres devant, sur une plateforme rectangulaire surélevée, le dos tourné vers moi alors qu'elle surplombait la tour et semblait tripoter une grande console de commande. J'ai cligné des yeux, essayant d'enregistrer sa forme étrangement familière. Elle n'avait pas de tête ou de cou apparent, son corps n'était qu'une masse large et arrondie, comme un tonneau aplati. Une paire de membres sombres et mous s'étendait de ses côtés. Un objet blanc se balançait sur sa surface supérieure. Arme 2.png. Je ne voulais pas accepter ce que je regardais. C'était trop. Même maintenant. C'était juste putain de stupide. C'était un hamburger. Dans un chapeau de chef. Comme le logo. Si je pouvais me faufiler sur lui,
je pourrais plonger ma puissante lame directement dans sa grosse tête de pain stupide. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse m'entendre arriver au-dessus des insectes grouillants. J'ai fait mon premier pas léger et prudent. Il s'est retourné. Putain. Pendant longtemps, nous nous sommes juste regardés. La bête d'apparence rance m'a regardé avec des yeux exorbités et injectés de sang de la taille de ballon de football, suintant et se contractant alors qu'elle me regardait de haut en bas. Je ne savais pas quoi faire d'autre, ce qui allait finalement briser le concours de regard. J'ai baissé ma pelle et levé la main pour saluer. Bonjour. Le sandwich moisi est resté immobile pendant quelques instants de plus avant que ses yeux visqueux ne roulent dans leurs orbites sans paupières, comme si je venais de dire ou de faire quelque chose d'encore plus ridicule que l'existence même de la chose. J'ai presque commencé à bégayer une déclaration de suivi, quand l'un de ses appendices visqueux a soudainement tendu la main vers un énorme interrupteur rouge vif sur sa console et l'a pressé avec désinvolture. Il a levé une main de bœuf boueuse et a fait une sorte de geste du doigt d'au revoir alors que toute sa plateforme a plongé brusquement à travers le sol et a disparu de la vue. Le puits d'ascenseur s'est refermé derrière lui, et quelques instants plus tard, les passerelles ont commencé à être inondées d'activité. Entrée 5.7. De quelque part sur le côté opposé de cette tornade de cerveaux volants et lumineux sont apparues des dizaines de nouvelles formes. Des êtres de viande se déversaient d'une nouvelle ouverture invisible, semblant déjà plus grands et plus méchants que n'importe lequel des rebuts suintants que j'avais fauchés. Je ne supposais pas que mes petits amis gremlins attendaient à proximité avec des lance-flammes. La première chose à m'atteindre a été une masse jaune tordue de la taille d'un ours, faite de membres mous et emmêlés, roulant à une vitesse apparemment anormale. Elle ressemblait presque à une pieuvre, jusqu'à ce qu'un long cou se faufile hors de ses plis verruqueux, me claquant dessus avec un bec orange. Un poulet géant sans os. Pourquoi était-ce ma vie? Avec une montée de soif de sang méprisante, j'ai haché sans pitié la chose abominable longtemps après qu'elle ait cessé de bouger, seulement pour que quelque chose d'autre siffle juste au-dessus de ma tête. Je me suis retourné dans les restes déchiquetés de l'oiseau pieuvre, me retrouvant face à l'entrejambe centrée d'une poupée avec une paire de jambes écorchées, d'1,80 m de haut et fusionnées au niveau des hanches. J'ai chancelé en arrière, glissant bêtement dans les entrailles de poulet éparpillées et atterrissant à plat sur mon dos. Les jambes se terminaient par des lances d'os pointues comme des aiguilles, s'équilibrant de manière précaire sur la maille métallique de la passerelle. Elles ont levé une lance méchante dans les airs de nouveau, visant directement mes yeux, et c'est un miracle que j'ai mis la pelle entre nous assez rapidement. La jambe a semblé disparaître momentanément avec la vitesse de sa frappe. Il lui a fallu un moment pour retrouver son équilibre alors qu'elle rebondissait sur la pelle, la fine pointe de son os tenant étonnamment bien. J'ai à peine réussi à me redresser alors qu'elle tentait de me poignarder le cœur, et je me suis levé juste à temps pour dévier une troisième frappe. Enragé, j'ai balancé la pelle comme une hache de barbare, et les jambes sont tombées. Pendant qu'elle se débattait par-dessus les garde-corps, je pourrais jurer devant Dieu que je les ai entendus émettre un douillement aigu. D'une autre direction est venu un cœur palpitant de la taille d'une petite voiture, se déplaçant sur ses veines ramifiées, un couteau à steak tout aussi gigantesque dépassant de son centre comme un museau métallique. Il s'est cabré en arrière, se dressant à plus de 2 mètres sur ses vrilles, et a poussé un petit cri aigu de rat. Non. J'ai tenté de fuir par une autre branche de la toile métallique, mais mon chemin a vite été interrompu par un assemblage bruyant, ressemblant à un épouvantail, de tessons d'os et de tendons fragiles, cliquetant ses nombreuses têtes de chiens fracturées alors qu'il balançait une grande mâchoire dentelée à mon estomac. J'ai riposté avec ma propre arme, ses crânes se brisant encore plus au-delà de la reconnaissance. Mon adrénaline montait. Aussi déterminé que les hordes aux visages ensanglantés elles-mêmes, j'ai démoli un enfant tordu du charcuterie de Satan après l'autre. J'ai fait tomber des golems de restes de porc qui se déplaçaient, des goules gémissantes de saindoux dégoulinants, une masse serpentine de pieds de poulet fusionnés et même ce cœur géant et couinant, ses artères m'éclaboussant de geysers de sang chaud alors que son battement s'arrêtait enfin. J'étais presque déçu de la facilité avec laquelle tout cela s'était passé. Je n'aurais pas dû l'être. Alors que je me tenais dans une flaque de viscères écrasés, le sang et qui sait quoi d'autre coulant de mon visage, j'ai entendu un mystérieux clang résonner à travers le vaste espace et j'ai senti la passerelle frissonner sous mes pieds. Il a été suivi par un autre. Clang. Le tremblement s'est intensifié. Clang. Cela me rappelait plutôt inconfortablement d'énormes pas lourds sur le sol grillagé. 2 suppositions sur ce que c'était. Allez, je vous mets au défi. Entrée 5.8. Alors que le bruit des pas devenait plus fort,
une silhouette encore plus grande est apparue de l'autre côté de la tornade de cerfs-volants, une forme de 4,5 mètres de haut dans la lumière verte faible et vacillante. Comme la salope cocotte minute, ou quoi que ce soit d'autre, elle avait une apparence largement métallique, bien qu'en même temps, étrangement organique. Son corps maigre, presque squelettique, ne semblait pas devoir être assez lourd pour faire trembler le sol si violemment, ses longs pieds osseux se terminant par de minces serres en forme d'épée. La majeure partie de son poids était probablement concentrée dans sa tête, immédiatement reconnaissable comme la forme d'un hachoir à saucisse, vacillant lentement à chaque pas laborieux. CHK2.png. Une paire d'yeux visqueux, comme ceux de l'homme hamburger, me regardait fixement d'un côté de cet énorme engin, et là où il aurait dû y avoir une poignée, il n'y avait qu'un bras squelettique noir, se terminant par un autre de ses gants de dessin animé blanc. Sa pire caractéristique, de loin, était la façon dont il respirait. Un sifflement métallique et creux d'une vitesse et d'une intensité croissante, le halètement d'un chien affamé qui vient de sentir l'odeur d'un cadavre sur la route. Il passait sans effort d'une passerelle à l'autre, comme une araignée qui se précipite au ralenti le long des fils de sa toile, et alors qu'il se rapprochait, quelque chose d'inimaginablement pire a commencé à se produire. La viande, toute la viande que je venais d'abattre pour au moins la deuxième fois, commençait à bouger de nouveau. D'un seul coup, les horreurs mutilées autour de moi ont commencé à se tordre, à trébucher et à se traîner vers le géant à tête de hachoir, dont le seul bras a jailli au moment où un tas de gésier qui se déplaçait et roulait est entré dans son impressionnante portée. Il a soulevé la masse brillante et collante jusqu'à l'entonnoir encrassé de saleté sur le dessus de sa tête de hachoir, et l'a laissé tomber directement à l'intérieur. Il a continué à marcher lourdement dans ma direction générale, ramassant plus de monstres et les jetant dans son orifice supérieur jusqu'à ce qu'il déborde presque sur les côtés, une baignoire agitée pleine de chair et d'entrailles. La chose était lente, mais alors que je courais d'un bout à l'autre de la toile d'araignée, j'ai trouvé toutes les sorties possibles scellées, et à ce moment-là, la viande qui montait d'en bas avait presque atteint mon niveau. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait rien à combattre. Je ne pouvais que continuer à courir. Je me suis retourné pour regarder l'être hachoir, toujours me poursuivant de manière pondérée mais implacable en ligne droite alors que j'étais forcé de zigzaguer. Il a attrapé le dernier monstre qui traînait, une sorte de gousse blanche à pattes d'araignée ne ressemblant à rien que je reconnaissais vraiment, et l'a jeté avec le reste. Sans ralentir, le monstre a serré son gant maintenant taché de sang et a commencé à faire tourner son bras entier dans son articulation, encore et encore avec un bruit de cliquet, les mutants rassemblés se tortillant et se tordant alors qu'ils étaient aspirés plus profondément dans le hachoir. J'ai tourné pour continuer à courir, mais je n'ai fait que quelques mètres de plus avant qu'un bruit de pétardage nauséabond et flatulent ne résonne à travers la chambre, et que quelque chose d'épais, de chaud et d'humide ne percute mon dos. La passerelle a disparu alors que j'étais projeté dans les airs et amené à faire face au regard immuable de l'homme hachoir. J'étais tenu fermement dans une énorme main rose et pâteuse, vacillant au bout d'un membre tentaculaire entièrement composé de viande hachée crue. Il avait formé le membre à partir de tous les cauchemars ambulants que j'avais passé ma dernière énergie à abattre, et l'avait lancé comme la langue d'un lézard avec une précision parfaite, me maîtrisant instantanément à une bonne vingtaine de mètres de distance. Je me suis débattu et j'ai lutté désespérément, mais je me suis senti encore plus enlisé dans la boue dense et goudronneuse. Le bras de manivelle a continué à tourner, et plus de nouilles tordues de tissu transformé se sont glissées le long de la longueur de son appendice de fortune, m'enveloppant dans plus de couches de chair crue. On m'a rappelé une fois de plus une araignée. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans cette boue puante et bâclée, je me suis soudainement retrouvé fasciné par ce qui se trouvait directement derrière le géant métallique. Je pouvais enfin voir à l'intérieur de la tour. TMTM2.png. Dans le vortex. Là où ces misérables éclosions de cerveaux extraterrestres allaient si vite. Au début, j'étais seulement confus. La signification de ce que je voyais ne voulait presque pas s'enregistrer. Des jus de viande amère et rance commençaient à inonder ma bouche. Des vrilles de boue de bœuf sondaient mes yeux et mon nez. Mon monde devenait noir. J'étais étouffé à mort. Mais à l'intérieur, je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter de rire. Entrée 5.9. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le sol de ma propre maison. Vivant. Mon corps était incrusté de goudron de viande, mes vêtements collants de sang. Pas un rêve. Le peu qui devait être dans mon estomac s'est rapidement vidé sur le tapis. Je suppose que je devrais les enlever bientôt, s'il y avait un vrai but. J'ai titubé vers la douche, mon esprit s'emballant avec tout ce que j'avais vu dans l'usine de viande.
Il n'avait apparemment ni souhaité me tuer ni effacer mes souvenirs. Je suppose qu'il savait, aussi bien que moi, que je ne pouvais rien leur faire. Après tout, si le bétail ne pouvait pas faire grand-chose pour changer son destin, quel espoir pourrait-il y avoir pour la nourriture du bétail? Une entrée bonus est disponible si tous les mots de passe sont saisis en un seul mot. Entrée 6. J'ai essayé d'obtenir un Coca-Cola à la fontaine du juillet 2011. Une sorte de boue rosâtre s'est enroulée comme une crème glacée molle, sentant le saucisson chaud. Yume.png. J'ai ouvert ce que je pensais être une pastèque. L'intérieur ressemblait beaucoup à un cerveau. J'ai déballé un Almond Joy et je n'ai rien eu d'autre qu'un morceau d'os, rempli d'une purée jaune claire. J'ai mis de l'argent dans un distributeur de coca. J'ai vu la bouteille tomber au fond. J'ai tendu la main à travers la porte. Tout ce que j'ai retiré, c'était un cœur. Toujours battant. Je l'ai jeté sur le trottoir et l'ai piétiné jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une tache rouge et collante. Je suis rentré chez moi affamé, même pas surpris par le troupeau de poulets qui se promenait sur ma pelouse, plumé et sans tête. J'ai titubé vers ma cuisine et j'ai ouvert une autre boîte de céréales de ma réserve qui diminuait. Une odeur de nourriture pour chat. Un hamburger de dessin animé. Les mots matière alimentaire supérieure avaient remplacé Frosted Flak. Tony le tigre n'était qu'une photographie granuleuse d'un chat sauvage. Une boîte de Lucky Charm disait maintenant écorce de tissu ajouté au-dessus d'un stock JPEG merdique d'un lutin quelconque. Les chariots étaient devenus partie d'organismes. Ajouter des fluides. Le reste de la boîte était dominé par un gros plan d'intestin gris et moite. J'ai fouillé toute la réserve dans un état second. Matériaux sanguins rouges, merveilleuse nuggets de nourriture, rien de tout cela n'était là quand je l'ai acheté. Je n'ai rien ramené à la maison avec une seule lettre de travers. La dernière boîte était autrefois des Cocoa Puffs. Mon préféré. Fred Caillou ressemblait toujours à Fred Caillou, juste beaucoup trop réel. Je pouvais voir chaque pore sur son écharnu et réaliste. C'était maintenant, apparemment, une boîte de substances des repas parfumés. Peu importe. Putain, peu importe. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé et c'était putain de délicieux. Tout comme la mystérieuse canette de pâte de viande préférée qui m'attendait sur ma table basse. Tout comme la tasse de ce qui ressemblait, sentait et goûtait le bacon liquide, directement de mon propre robinet. La chose noire dans le réfrigérateur était aussi sucrée que du jambon à l'érable, même si elle ressemblait à l'enfant bâtard d'une chenille et d'une étoile de mer. La meilleure chose, de loin, était le steak. L'énorme steak rouge et juteux qui m'attendait sur le siège de ma voiture. Ce n'était même pas la saveur qui le rendait si bon. C'était le cri.